Le texte aborde le thème du missionnage, c'est-à-dire le fait de se donner des missions ou d'être attribué des missions dans sa vie. L'auteur affirme que tous les individus sont missionnés à un certain degré, que ce soit dans leur vie professionnelle, familiale ou sociale. Il explique que le missionnage est souvent lié à une valeur chevaleresque ou à une vision idéalisée de la mission. Il souligne que le missionnage peut être source d'empoisonnement, que ce soit par des actions positives. Aider les autres, vouloir leur bonheur, ou négative, nuire aux autres pour obtenir ce que l'on veut. L'auteur conclut en affirmant que le missionnage est inhérent à la nature humaine, mais qu'il faut être conscient de son impact sur nos vies. Vous êtes missionné parce que vous avez encore la capacité d'aimer les humains. Aimer et empoisonner vont de pair car on empoisonne ceux qu'on aime, que ce soit par amour, haine, jalousie ou envie. Cependant, il y a une certaine façon de se missionner, qui n'est pas empoisonnable, où certaines choses doivent être faites. On devient missionnable lorsque l'on pense être l'outil pour accomplir quelque chose, devenant ainsi un empoisonneur. Le missionnaire est toujours un empoisonneur et il souffre tout en offensant les autres. Cela peut se transposer, où l'on cesse d'empoisonner une personne pour en empoisonner une autre. Il y a aussi le syndrome de la femme qui joue à la mère, où elle continue à jouer ce rôle avec son conjoint et ses enfants. La belle-mère est souvent perçue comme celle qui continue à être la mère du conjoint de sa fille ou de son fils, et elle peut parfois être perçue comme une belle-mère tannante. Il est souvent observé que le père devient un outil pour la mère. Lorsque le père revient à la maison, la mère le réprimande afin qu'il punisse les enfants. Cette dynamique crée un égrégore de couple où l'homme reste souvent immature et limité dans sa capacité d'émancipation. Parfois, la mère continue de jouer ce rôle même. Lorsque la fille devient femme. Dans cette dynamique, la femme dirige la maison et lorsque les rôles sont inversés à l'extérieur, cela crée des conflits d'ego sans fondement. Ces schémas se répètent souvent dans les couples, bien qu'il y ait des exceptions. Cela fait partie de l'égrégore, où les deux partenaires s'empoisonnent mutuellement par missionnarisme. On essaie toujours de forcer l'autre à dépendre de nous, afin de maintenir une relation. Cela crée une toxicité dans la relation, où l'on fait des gestes pour rendre l'autre dépendant de nous. Par conséquent, même si l'amour n'est plus présent, on se maintient dans une relation où l'autre a besoin de nous. Le texte est un monologue sur les dynamiques de pouvoir et les rôles attribués dans les couples. L'auteur exprime son opinion selon laquelle certaines tâches sont assignées à l'homme et d'autres à la femme, et critique cette répartition inégale des responsabilités. Il évoque également l'importance de gérer l'énergie négative qui peut empoisonner la relation, et souligne que pour entrer dans une nouvelle ère, il est nécessaire de mettre fin à ces schémas toxiques. Finalement, l'auteur parle de son petit problème, sans donner plus de détails. Le texte évoque le fait que nous n'avons pas le droit d'empoisonner la société avec nos idées et revendications. Il souligne également que chacun doit être lui-même et ne pas essayer de changer les autres. Avoir une opinion de soi ne signifie pas imposer ses idées aux autres, mais plutôt permettre à ses propres énergies de s'exprimer. L'auteur mentionne que l'Apocalypse n'est pas une guerre, mais une révélation, et que les révélations à venir pourraient provoquer des chocs psychologiques et des conflits. Il est donc important de se centrer sur soi-même et de se débarrasser des mécanismes qui empoisonnent pour éviter ces tensions. Selon cette synthèse, il est dit que la majorité des structures qui sont maintenues cohérentes à partir de l'astral seront détruites. Cela entraînera la rupture des noyaux familiaux et d'amitié, car les égos seront soumis à une mécanique magnétique qui les lie entre eux. Ce processus se produira progressivement et les révélations qui seront faites à la population auront des conséquences dangereuses. Cependant, il est expliqué que les humains pourront échapper au choc des révélations s'ils ne sont pas dépendants des autres pour leur bonheur. Les personnes qui sont dépendantes de la démarche de vie des autres vivront un apocalypse. C'est des déchirements émotionnels et égoïstes. Finalement, il est expliqué qu'il y a une différence entre un porteur de révélation, qui rayonne ses connaissances, et un missionnaire, qui essaie de transmettre ses connaissances à tout le monde. Le porteur d'une maladie cherche à la transmettre, tandis que le porteur d'intelligence ne fait que rendre les gens plus intelligents, sans intention de les changer. Il est question dans ce discours de la notion de mission et de séparation. L'auteur souligne l'importance de la mission et des actions entreprises pour atteindre un objectif. Il mentionne également qu'il ne faut pas se laisser distraire par ceux qui ne comprennent pas et continuer à avancer. Il évoque également la séparation, notamment entre le Québec et le Canada, mais souligne que l'important n'est pas la séparation en tant que telle, mais plutôt la souveraineté des individus. Il encourage à cesser d'empoisonner les autres, non pas pour eux, mais pour soi-même,
car cela empêche d'utiliser pleinement son intelligence. Il explique que la démarche planétaire consiste souvent à vouloir changer l'autre par la culpabilité, mais qu'il est préférable de laisser les autres être eux-mêmes. Finalement, il conclut en disant qu'il faut faire face aux situations stressantes et régler nos propres problèmes sans les imputer aux autres. Dans ce texte, l'auteur exprime son ras-le-bol d'être constamment critiqué et contrôlé par les autres. Il fait référence à des situations quotidiennes, telles que choisir une cravate ou recevoir des cadeaux. Il souligne l'importance de ne pas chercher à plaire aux autres de manière artificielle, mais plutôt d'être authentique et transparent. Il critique également les relations toxiques où l'on complaît sans cesse les besoins de l'autre au détriment de sa propre satisfaction. L'auteur encourage à développer une indépendance d'esprit et à vivre sa vie sans se soucier de ce que les autres disent ou pensent. Il conclut en affirmant que la transparence est essentielle pour les relations humaines et rappelle que l'Apocalypse, symbolisant un changement majeur, arrivera un jour où tout sera révélé. Dans ce texte, l'auteur parle de la difficulté de trouver des cadeaux pour lui, car il affirme ne pas avoir besoin de rien. Il explique que sa femme se plaint souvent de cela et que sa mère ne comprend pas non plus. Plus jeune, sa mère lui disait qu'il ne serait jamais capable de prendre des décisions. Il raconte alors une anecdote où sa mère lui achetait un kimono neuf chaque année, alors qu'il n'en avait pas besoin. Il souligne l'importance de ne pas empoisonner la vie des autres et recommande de refuser les influences négatives extérieures. Il encourage également à trancher dans les choix et à ne pas se laisser influencer par les autres. Il conclut en disant qu'il est important de trouver le bonheur en évitant les conflits et en s'affirmant. Dans cette conversation, l'interlocuteur exprime une forte critique envers la façon dont les gens se comportent les uns envers les autres. Il utilise le terme des empoisonnements pour décrire les comportements négatifs tels que la manipulation, la culpabilisation et la moralisation. Il souligne également l'importance de mettre fin à ces comportements pour retrouver son énergie et sa paix intérieure. L'interlocuteur mentionne aussi le harcèlement sexuel, en soulignant que cela peut concerner à la fois les femmes et les hommes, et encourage à mettre fin à tout comportement malsain. Dans les relations, le texte parle d'une personne du nom de Daniel qui exprime des idées dangereuses, affirmant que perdre son emploi et sa vie n'est rien. Daniel encourage les gens à ne pas se laisser manipuler par les autres, à rester fidèles à eux-mêmes et à ne pas se justifier. Il mentionne également la préparation de l'humanité pour des contacts extraterrestres et des guerres, et explique que l'Apocalypse n'est pas lié aux catastrophes naturelles, mais plutôt à des révélations psychologiques qui bouleverseront les croyances humaines. Dans ce texte, l'auteur parle des révélations qui se produiront à l'avenir. Il affirme que l'Apocalypse n'est pas une destruction planétaire, mais plutôt une révélation qui touchera les habitants de l'intérieur de la Terre. L'humain est présenté comme la solution clé à cette révélation. Les extraterrestres, les guides spirituels, les maîtres du monde et les humains ordinaires vivront tous des révolutions et des révélations. Tout cela peut sembler terrible, mais l'auteur soutient que l'humain peut éviter d'être affecté par les émotions et les événements des autres en se centrant sur lui-même. Il explique que nourrir l'ego crée une dépendance aux événements répétitifs, alors que nourrir le corps astral permet de s'élever au-delà de cela. L'auteur encourage également à ne pas intervenir dans la vie des autres et à laisser chacun faire ses propres choix, même si cela peut inclure des décisions sexuelles. Il souligne l'importance de l'instruction et de la protection, mais aussi du respect de la liberté individuelle. Enfin, il affirme que si l'on est déjà centré sur soi et équilibré, les problèmes de santé pourront être évités grâce à l'organisation de l'astral. Le texte parle principalement du fait que les comportements perturbateurs d'un enfant peuvent être causés par sa peur et son désir de contrarier ses parents. Il est souligné que l'éducation ne devrait pas être toxique. L'auteur affirme que la crise d'adolescence est une maladie mentale et qu'il faut la prévoir et la prévenir. Il mentionne également l'idée de rédiger un livre sur les maladies mentales de l'enfance et de l'adolescence. Il aborde la notion d'empoisonnement émotionnel et soutient qu'on ne peut pas être heureux si on empoisonne quelqu'un. Il est rappelé que chaque individu a son propre plan de vie et qu'il est impossible de le changer complètement. L'auteur recommande de ne pas se laisser influencer par les autres et de maintenir une communication ouverte. Il donne l'exemple de passer l'aspirateur dans la chambre de quelqu'un sans pour autant empiéter sur sa vie, mais souligne le problème si cette personne ensuite salit la pièce délibérément. Finalement, il évoque la notion d'esthétisme et d'intelligence dans les relations interpersonnelles. Dans cette discussion, il est question du lavage et de la façon dont cela peut être perçu comme banal. L'idée est d'agir pour le bonheur des autres et d'apprendre à apprécier la valeur
des choses. Le narrateur compare cela à son partenaire, en disant qu'il faut lui donner plus de contrôle sur le lavage et le laisser salir davantage pour qu'il apprécie mieux lorsque le narrateur le lave. L'idée est de ne pas être l'esclave de la situation et de faire en sorte que chacun ait son espace vital. La deuxième partie aborde la question de la vie solitaire par rapport à la vie en couple et en famille, où le narrateur affirme que la vie de Courbe semble actuellement être la meilleure option. La troisième partie est laissée en suspens.